Tu t'es déjà demandé comment des millions de dindes passent de la ferme à ta table pour le repas de fin d'année? Quelle technologie se cache derrière cette poitrine juteuse qu'on sert avec fierté à Noël ou à Thanksgiving? Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose que très peu de gens connaissent, le processus industriel impressionnant et ultra sophistiqué qui transforme ces volailles en l'un des aliments les plus emblématiques de la saison. Chaque année, des millions de dindes sont élevées et transformées dans des installations ultramodernes où tout, de l'incubation au conditionnement, est minuté, automatisé et surveillé pour garantir efficacité, qualité et sécurité. Mais derrière toutes ces machines, il y a des histoires, des dilemmes éthiques et des traditions qui nous relient tous. Du premier œuf jusqu'à l'emballage final, on va parcourir étape par étape le fonctionnement de cette industrie. Et à la fin de la vidéo, tu comprendras pourquoi la dinde n'est pas seulement une viande blanche populaire, mais aussi un puissant symbole d'unité lors des célébrations en Amérique latine et aux États-Unis. Si tu t'es déjà demandé ce qu'il y a vraiment derrière la dinde qu'on partage tous, reste avec moi, tu vas être surpris. Tout commence par un œuf, littéralement. Dans d'immenses installations spécialisées, des milliers de futures dindes attendent dans des incubateurs de dernière génération. Ces œufs proviennent de fermes où l'on pratique l'insémination artificielle, un procédé indispensable aujourd'hui parce que la race de dinde commerciale la plus répandue, celle à poitrine large, a été sélectionnée à un point tel qu'elle ne peut plus se reproduire naturellement. Une fois pondus, les œufs sont placés délicatement dans des plateaux conçus pour les maintenir dans la position idéale, puis transférés dans des chambres d'incubation où température, humidité et ventilation sont contrôlées à la perfection. Pendant 28 jours, les embryons se développent dans un environnement calibré au millimètre près. Chaque plateau tourne doucement plusieurs fois par jour pour répartir uniformément la chaleur et éviter les malformations. Le jour de l'éclosion, un léger bruit annonce la naissance. Les petits dindonneaux percent la coquille avec leur bec. C'est un moment critique. Du personnel formé surveille tout et les poussins qui réussissent à sortir sont immédiatement transférés dans une zone de séchage et d'évaluation. Ensuite arrive la première sélection. On vérifie leur état physique, leur taille et, souvent, on détermine leur sexe. Dans les élevages performants, les femelles sont généralement plus prisées pour leur rendement de viande. Les mâles trop petits ou qui ne répondent pas aux critères sont écartés ou destinés à d'autres usages. Enfin, les dindonneaux sélectionnés reçoivent d'une vaccination rapide. Grâce à des machines automatisées, des centaines d'entre eux sont injectés en quelques minutes pour les protéger contre les maladies courantes comme l'entérite ou la grippe aviaire. Tout ce processus se déroule en moins de 48 heures, une opération millimétrée qui transforme des œufs en volatiles prêts à commencer leur croissance. Après l'incubation, les dindonneaux, aussi appelés poults, sont transférés dans des élevages spécialement équipés pour leur développement. Là commence la phase décisive, l'engraissement. Elle dure entre 12 et 20 semaines selon la taille souhaitée et la destination finale du produit. Les premiers jours sont cruciaux. Les bâtiments sont couverts de copeaux de bois propres et chauffés en permanence. La température doit rester autour de 35 degrés pour éviter l'hypothermie. On leur donne accès à de l'eau dans des abreuvoirs peu profonds et à un aliment de départ riche en protéines pour favoriser le développement musculaire. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, les dindes consomment des aliments précisément formulés, maïs, soja, minéraux et vitamines. Cette ration, conçue par des nutritionnistes avicoles, vise à maximiser la prise de poids sans nuire à la santé. Dans les élevages modernes, alimentation et eau sont distribués automatiquement par des capteurs qui garantissent que personne n'a ni faim ni soif. L'espace est également calculé avec précision. Chaque dinde peut tripler de volume en quelques semaines, donc la densité est ajustée par phase pour éviter le stress et les bagarres. Les systèmes de ventilation maintiennent une atmosphère claire, sans accumulation d'ammoniac ou excès d'humidité. On surveille en continu l'oxygène, la température et le débit d'air. Certaines fermes utilisent même un hilérage programmé qui simule le cycle jour-nuit pour réduire le stress et améliorer la croissance. À la fin de cette étape, les dindes pèsent entre 10 et 20 kg. Elles sont prêtes pour la phase suivante, la transformation industrielle. Avant de continuer avec ce processus industriel impressionnant, si ce voyage dans l'univers de la dinde te plaît, je t'invite à t'abonner à Tout s'explique et à mettre un pouce bleu. Ça nous aide énormément à continuer à révéler les secrets de ce qui arrive dans ta table. Quand les dindes atteignent leur poids idéal, commence l'une des étapes les plus complexes, le transport vers l'abattoir et la transformation en produits prêts à la consommation. Tout est automatisé, contrôlé sanitairement et optimisé à grande échelle. Le transport se fait de nuit, quand les animaux sont moins actifs. Ils sont placés avec soin dans des cages ventilées et chargés dans des camions climatisés pour préserver leur bien-être pendant le trajet. À l'arrivée à l'usine, ils passent par une zone d'attente avec lumière tamisée et bruit réduit pour limiter le stress. L'abattage se fait selon des méthodes certifiées qui privilégient le bien-être animal. D'abord, un étourdissement à l'électricité ou au CO2, puis l'égorgement. Ensuite, les corps passent dans un bain d'eau chaude qui détache les plumes, puis dans des machines à rouleau en caoutchouc qui les enlèvent complètement.
Une fois déplumées, les dindes sont éventrées, une incision précise permet de retirer les viscères. Foie, cœur et geyser sont séparés pour la cuisine ou l'industrie. Le reste passe au lavage automatique avec des solutions autorisées, peroxyde d'hydrogène et acide peracétique pour éliminer les pathogènes. Puis les volailles sont séchées à l'air chaud dans des tunnels ultra rapides et inspectées par des systèmes optiques qui détectent la moindre malformation. On met de côté celles qui ne passent pas le contrôle. Les dindes validées arrivent au découpage automatisé. Bras robotiques et lames de précision séparent ailes, cuisses et blancs avec une rapidité incroyable. Le blanc de dinde, pièce la plus valorisée, exige une coupe particulièrement précise. Chaque morceau est ensuite pesé, emballé sous vide, étiqueté avec toutes les informations de traçabilité, parfois même un QR code qui permet de remonter jusqu'à la ferme. Tout cela en quelques heures seulement. Ce qui était une volaille vivante à la ferme est maintenant des portions prêtes à cuire. L'industrie de la dinde, avec son mélange de biotechnologie, d'automatisation et de logistique de pointe, montre à quel point la nourriture qui arrive sur ta table dépend d'un immense engrenage presque invisible. Mais tout n'est pas que chiffres et efficacité. Plus la production atteint des millions d'unités, plus le débat éthique grandit. Comment concilier besoins alimentaires et bien-être animal ? De plus en plus d'usines adoptent des pratiques éco-responsables, réutilisation de l'eau, production d'énergie à partir des déchets organiques, réduction des émissions. Certaines fermes misent sur des modèles plus durables avec plus d'espace et des conditions plus naturelles. La technologie avance, mais nos questions aussi. Comment voulons-nous nourrir le monde ? Même si la dinde reste la star incontestée de Thanksgiving aux États-Unis, elle s'est largement imposée bien au-delà. Aujourd'hui, des millions de familles en Amérique latine et aux États-Unis l'ont adoptée comme symbole de fête, d'abondance et de réunion familiale, surtout à Noël et au Nouvel An. Au Mexique, au Pérou, en Colombie, en République dominicaine ou à Puerto Rico, on la sert au four, farcie de fruits secs, d'épices locales ou accompagnée de riz de Noël, de tamales, de purée de pommes de terre, de salade fraîche ou de panettone. Ailleurs, on la réinvente à la créole avec des saveurs intenses, des sauces tropicales ou des cuissons qui mêlent tradition et identité locale. Aux États-Unis, la dinde est bien plus qu'un plat, c'est un rituel. Des familles latines aux familles anglo-saxonnes, tout le monde partage le même moment. Le four allumé, la sauce au cranberry prête, l'envie d'être ensemble. Que ce soit avec de la farce, du gravy ou du mac and cheese, la dinde est le cœur d'une tradition qui unit générations, religions et culture. Peu importe la langue, le pays ou la recette, la dinde est devenue le centre de la table pendant les fêtes. C'est le prétexte parfait pour réunir la famille, dire merci pour l'année écoulée et partager l'espoir d'un nouveau départ. Derrière chaque morceau de dinde, il y a bien plus que de la viande blanche. Il y a de la science, de la tradition, de la technologie, de la culture et un moment que nous partageons tous. Des incubateurs aux usines, des tables de Mexico aux tables de Chicago, la dinde relie nos histoires. Que tu la prépares avec des épices latines farcies à l'ancienne, avec du riz au pois ou de la purée, le message reste le même. Partager, remercier, recommencer. Si ce voyage dans l'univers de la dinde t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi à Tout s'explique et rejoins-nous pour la prochaine vidéo. On se retrouve à table. Tu t'es déjà demandé combien de porcs sont consommés pendant les fêtes de fin d'année ? À Thanksgiving, Noël et le jour de l'an, des millions de familles dans le monde se réunissent autour de festins où le porc occupe souvent la place centrale. Derrière chaque jambon glacé, chaque épaule rôtie, il y a une chaîne industrielle complexe, invisible et massive qui travaille jour et nuit pour répondre à cette demande. Rien qu'en décembre, la consommation de viande par personne explose. Et dans certains pays, plus de 40 000 porcs sont abattus chaque jour pour satisfaire l'appétit festif. Mais comment fonctionne cette machine silencieuse ? Quelle technologie, quelle logistique, quelle infrastructure et quelle décision humaine se cachent derrière ce repas de fête ? Comment est-il possible d'élever et transformer autant d'animaux en si peu de temps sans que le système s'effondre ? Ce que tu vas voir aujourd'hui, ce n'est pas seulement un aperçu derrière les portes d'une ferme ou d'un abattoir. C'est une plongée profonde dans un système mondial qui mélange tradition et modernité et qui révèle comment le besoin de nourrir des millions transforme complètement notre façon d'élever et de transformer les animaux. Cette histoire commence par une simple question. Savons-nous vraiment ce que représente ce morceau de viande dans notre assiette pendant les fêtes que nous célébrons avec tant de joie ? Pendant les fêtes de fin d'année, la consommation de porc atteint des niveaux impressionnants. Aux États-Unis, même si la dinde reste le symbole de Thanksgiving, des millions de personnes préparent aussi du jambon au four, des ribs ou des saucisses.
Au Mexique, en Colombie, au Pérou ou en Espagne, le porc est le vrai roi du repas de Noël. On estime qu'en décembre, la consommation mondiale de porc dépasse les 10 millions de tonnes. C'est le mois où la demande est la plus forte de l'année. En Allemagne, le jambon fumé et les saucisses sont incontournables. Aux Philippines, le lechon, cochon entier rôti, symbolise l'abondance. En Chine, premier consommateur mondial de porc, le nouvel an lunaire fait exploser la demande. Cette pression oblige tout le système alimentaire à une coordination extrême. Fermes qui élèvent des porcs spécialement pour ce pic saisonnier, usines qui doublent les équipes, transport qui doit fonctionner comme une horloge, réfrigération constante, distribution minutée. Les supermarchés anticipent des semaines à l'avance. La moindre erreur égale rayon vide ou tonnes de viande gaspillée. Cette demande croissante ne parle pas seulement de tradition culinaire. Elle révèle notre dépendance à un modèle industriel intensif qui s'adapte en permanence aux rythmes imprévisibles de la consommation humaine. Comprendre ce qui se passe derrière les coulisses pendant ces mois de fête nous aide à regarder différemment chaque morceau de viande sur la table, non plus seulement comme de la nourriture, mais comme le résultat d'un immense engrenage mondial qui tourne sans relâche pour que rien ne manque lors de ces dates si importantes. Tout commence dans les centres de reproduction, où les truies mères sont sélectionnées pour leur génétique, leur santé et leur capacité reproductive. Elles sont inséminées artificiellement dans des installations ultra contrôlées. Température, lumière, hygiène parfaite. Chaque mise-bas donne entre 10 et 14 porcelets qui naissent dans des salles climatisées avec éclairage LED simulant des conditions naturelles. Pendant leurs premières semaines, les porcelets restent sous des lampes réchauffantes dans des nids protégés. Cette phase est critique. Leur système immunitaire se forme, ils ont besoin de chaleur, de nourriture et de propreté constante. Le lait maternel reste la base, mais on ajoute souvent des compléments et des prébiotiques pour accélérer une croissance saine. Quelques semaines plus tard, les porcs passent en zone d'engraissement. Ces espaces sont équipés de capteurs de température, de distributeurs automatiques d'aliments et d'eau, de sols drainants qui facilitent le nettoyage quotidien. L'ambiance est surveillée pour garder l'humidité, la ventilation, la lumière et le calme. Chaque porc est suivi électroniquement, puce ou étiquette, poids, santé, mobilité, consommation. Si un animal montre du stress, de la fièvre ou un comportement anormal, le système alerte immédiatement le personnel. L'efficacité se mesure en grammes pris par jour, litres d'eau bu, taux de conversion alimentaire et nombre de jours pour atteindre le poids cible. Le cycle d'engraissement dure 5 à 6 mois. À la fin, les porcs pèsent entre 90 et 120 kg et sont prêts à l'abattoir. De la naissance à ce moment, chaque décision a été optimisée pour accélérer la croissance, réduire les pertes et maximiser la production. Cet élevage intensif n'a rien de hasardeux. C'est le fruit de décennies de progrès scientifiques et techniques. Mais derrière chaque étape efficace surgissent aussi des questions. Jusqu'où privilégie-t-on la productivité au détriment du bien-être animal ? Si tu es arrivé jusque-là, c'est que le sujet te passionne autant que nous. Alors, si ce voyage dans l'une des plus grandes industries du monde te plaît, n'oublie pas le pouce bleu et l'abonnement à Tout s'explique. Ton soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui informe et fait réfléchir. Dans l'élevage industriel moderne, le bien-être animal n'est pas une question éthique, c'est une nécessité économique. Le stress ou la maladie ralentissent la croissance, abîment la qualité de la viande et augmentent les pertes. C'est pourquoi bien entreprises investissent dans l'automatisation qui améliore à la fois l'efficacité et les conditions de vie. Les zones de repos ont des sols en caoutchouc, des plateformes surélevées, du chauffage automatisé. L'objectif, garder les porcs au sec, propres et confortables. L'alimentation est précise, chaque animal reçoit exactement ce dont il a besoin selon son âge et son poids, sans compétition ni gaspillage. Les abreuvoirs sont placés hors de zone de couchage pour garder la litière drainante. Des capteurs surveillent température, humidité, ammoniac et qualité de l'air. Toute dérive déclenche une alerte. La ventilation renouvelle l'air en continu. Les systèmes de nettoyage automatisés évacuent les déjections vers des zones de compostage. Un porc en bonne santé grandit plus vite, nécessite moins de médicaments et donne de la viande de qualité. L'automatisation réduit les erreurs humaines et permet de gérer des milliers d'animaux avec précision. Ainsi, bien-être animal et technologie sont devenus les deux piliers de la production porcine moderne. Une fois le poids idéal atteint, les porcs sont transportés vers les usines de transformation dans des camions ventilés et climatisés sur des trajets courts pour limiter le stress, car le stress avant abattoir altère la qualité de la viande. À l'arrivée, ils passent par une zone de repos calme avant d'être guidés vers la ligne de transformation ultra technologique.
Le tonissement, électrique ou au CO2, garantit l'absence de souffrance, suivi du sanguement. Ensuite, échaudage et épilation automatisée, passage à la flamme pour stériliser la peau, ouverture précise de la carcasse, extraction des viscères par robot ou des techniciens spécialisés. Chaque organe est inspecté par des capteurs, caméras et scanners. Le contact humain avec la viande est minimal, ce qui réduit les risques de contamination. De l'arrivée de l'animal au produit fini, moins de 2 heures. Cette vitesse est le fruit de décennies d'innovation, mais elle pose aussi des questions. La rapidité industrielle peut-elle cohabiter avec l'éthique? Que perd-on quand une vie devient produit en un temps record? Pendant les fêtes, certains dérivés du porc deviennent les stars incontestées. Jambon glacé, épaules rôties, charcuterie artisanale. Le jambon vient des pâtes arrière, salées, fumées ou cuites lentement. En Espagne, le jambon ibérique peut mûrir plusieurs années. En Amérique, on le glace au miel, à l'ananas ou aux épices. L'épaule, pernil, est cuite des heures pour une viande fondante et une couenne croustillante, parfaite pour les grandes tablées. Les saucisses, chorizo et autres charcuteries servent d'entrée ou d'accompagnement et représentent une conservation ancestrale. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment des millions de porcs sont élevés, transformés et deviennent les produits qui trônent sur nos tables de fête. Derrière chaque épaule, chaque jambon glacé, il y a une chaîne complexe mêlant science, technologie, tradition et efficacité, mais aussi des choix humains qui invitent à la réflexion. Pendant les fêtes, on se concentre sur la nourriture, la famille, l'abondance. On pense rarement au chemin parcouru pour amener cette abondance jusqu'à nous. Ce n'est pas un appel à arrêter de manger de la viande, mais à le faire en conscience. Valoriser non seulement le goût, mais tout le parcours. Se demander quel système nous soutenons par nos choix. Parce que, dans une période dédiée au partage, le plus beau cadeau est peut-être l'information. Comprendre ce qu'il y a derrière notre alimentation peut transformer la façon dont nous consommons. Et cette prise de conscience, finalement, c'est aussi une façon de célébrer.